Je pense qu'un président comme le Bassirou Diomaye a le bon profil. Pourquoi? Il vient d'arriver. Est-ce qu'il connaît les enjeux? Ah oui, il est assez intelligent. Il vient d'arriver. Il n'a pas d'acquaintance avec les chefs d'État qui sont là. Il a une capacité comme ça de souveraineté à travers ce que le Sénégal a eu à faire, à ne pas s'aligner sur telle ou telle puissance. Il est jeune et il a une projection de l'Afrique à travers une renaissance avec un leadership nouveau et autre. Voilà le profil, par exemple, pour moi, qui sied à la situation ou à la crise de la RDC. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en compagnie de Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir M. Karil, merci pour votre invitation. Je vous en prie. L'actualité aujourd'hui en RDC, c'est l'annonce du retour de l'ex-président congolais Joseph Kabila, qui n'était plus revenu dans son pays depuis décembre 2023. Et il a déclaré qu'il s'apprêtait à rentrer par la partie orientale. Comment analysez-vous cette nouvelle ? Déjà, le retour du président Kabila, de l'ex-président Kabila, ne peut qu'être une bonne chose, parce que c'est un ancien chef d'État. Me semble-t-il que c'est depuis pas mal de temps qu'il aurait dû s'impliquer véritablement dans cette crise. Qu'il rentre aujourd'hui, maintenant la question se pose sur les conditions de son entrée. Est-ce qu'il va rentrer par la capitale? Ce serait la chose la mieux, la plus acceptable, solennelle. Mais s'il rentre comme on l'entend avec les indiscrétions que nous avons, par la partie orientale, c'est-à-dire du côté des zones occupées par les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda, automatiquement ça va poser un problème, ça risque d'être interprété comme un casus belli du côté de Kinshasa, et ce qui est tout à fait normal, parce que depuis pas mal de temps, on lui reproche d'être très proche du M23 et de l'AFC. Et donc c'est une confirmation pour vous le fait qu'il passe par la partie orientale ? Je serais au regret de constater. J'espère que on se trompe tous sur ces indications fournies par la presse internationale. Mais si vraiment c'est un homme d'État, la RDC n'a plus besoin, je pense, comme la sous-région, comme l'Afrique. Au moment où, sur le plan international, on parle d'une guerre commerciale qui s'intensifie, les enjeux ne sont pas là pour notre continent et ce pays. Donc j'interpelle, je convoque sa dimension d'homme d'État. Il a quand même dirigé ce pays pendant 18 ans. Est-ce qu'il doit amener la crise à la crise? Et comme j'ai dit tantôt, ça sera interprété, et ça de manière légitime. Est-ce qu'il a la possibilité de rentrer facilement par Kinshasa? C'est ça, en fait, la question que d'autres se posent. Mais il se reproche de rien, me semble-t-il. Enfin, mais ses amis ont été interpellés. Ce sont des acteurs politiques, dont M. Jean-Pierre Mbemba, qui est allé véritablement à l'offensive contre Joseph Kabila. Ses collaborateurs de son parti ont été convoqués par les services spéciaux. Ils ont été relâchés. Jusqu'à preuve de contraire, aucune infraction n'a été notifiée à M. Joseph Kabila. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas, il ne rentrerait pas de manière solennelle à Kinshasa, la capitale du Congo, de la RDC. Très bien. Il y a aussi la question de la médiation dans le conflit à l'est de la RDC, où le président angolais, qui préside aussi l'Union africaine, a proposé de nommer son homologue Faure Gnassingbé comme médiateur. C'est un bon choix pour vous? Est-ce que c'est le profil idéal? Avant de parler de bon choix ou pas, je préfère, je souhaite d'abord, vous savez, il y a plusieurs sortes de médiation qu'il faut voir. Il y a des médiations qui peuvent être des facilitations, c'est-à-dire que celui qui est considéré comme le facilitateur ou le médiateur a des intérêts. Aujourd'hui, par exemple, le cas de Doha, vous voyez bien qu'il a des intérêts non seulement en RDC, mais au Rwanda. Et il a aussi le carnet des chèques. Donc, la facilitation de la médiation au niveau de Doha, on peut dire qu'il va jouer sur ça pour contraindre les protagonistes à arriver à une solution. Il y a pas une autre forme de médiation, c'est la médiation directive ou évaluative, comme celle
qu'entreprend actuellement le président, comment il s'appelle, Donald Trump, du côté de la Russie. C'est la première puissance militaire. Il dit, bah, écoutez, si vous vous mettez pas d'accord, voilà ce que je peux faire. Je peux signer des contrats et autres, ou bien je peux imposer les résolutions. Et il y a une autre forme, c'est la médiation, ce que j'appellerais la médiation transactionnelle. Okay. Transactionnelle, c'est-à-dire qu'on vous met à deux et on propose une transaction. Par contre, aujourd'hui, Faure Yadema, il a l'avantage de quoi? 2 ou 3 avantages. Après, je viendrai sur les désavantages. Ouais. 2 ou 3 avantages, il est jeune. C'est la promotion du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire que il a une autre lecture des problèmes internationaux, me semble-t-il. Deuxième chose, au niveau de la CEDEAO, il a réussi pas mal de médiations, la libération des militaires ivoiriens. Ouais. Il a fait en sorte que la CEDEAO n'attaque pas, enfin la force militaire n'attaque pas le Niger et autres. Ouais. Donc il y a eu pas mal d'actes qu'il a eu à poser. Au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a un désavantage. Le désavantage, c'est par rapport aux 3 sortes de médiation. Le profil de Faure Yadema, il est arrivé en 2005. Vous savez, quand il arrive en 2005, l'UA, la même UA là, l'Union africaine avait déjà émis des réserves en disant que c'était un coup d'État. Donc, sur le plan national, c'est pas l'image d'un pays démocratique avec un chef d'État avec une légitimité. Premier désavantage. Deuxième désavantage, c'est ces liens plus ou moins, je vais dire, insidieux avec un certain nombre de chefs d'État. Je parlerai par exemple du président Denis Sassou Nguesso qu'il fréquente pratiquement assidûment. Or, le président Denis Sassou Nguesso a des implications dans ce conflit. Et surtout, l'influence qu'il peut avoir avec d'autres puissances bilatérales comme la France et autres, ou des zones d'influence comme l'Union européenne. Pourquoi je le dis? Voyez-vous, l'Union africaine, lors de sa recommandation par rapport à cette crise, l'Union africaine a été vraiment très légère. Elle n'a pas pu identifier le Rwanda comme agresseur. Ouais. Alors que, au niveau du Parlement européen, au niveau de l'ONU, le Rwanda a été identifié comme l'agresseur. Donc l'Union africaine est quasiment sous influence. Et lorsqu'on voit que le siège de l'Union africaine a été construit par les Chinois, le budget est financé à plus de 75% par l'Union européenne et autres, vous voyez bien que le médiateur de l'Union africaine n'a pas la même influence que peut avoir le médiateur d'une autre puissance émergente, comme Doha. Je vais plus loin. Si par contre, vous avez un médiateur comme l'a été Lourenço, le président Lourenço, il est à la tête d'un pays puissant sur le plan régional, militairement, et avec une indépendance notoire d'esprit. Vous aurez dû avoir un médiateur comme celui, par exemple, du président sud-africain. Oui, on peut se dire qu'il a des marges de manœuvre. Et enfin, je pense que, avec les avantages que je viens de lister, les désavantages que je viens de lister, je suis très dubitatif sur ses capacités de réussir une telle médiation dans un conflit où les enjeux sont énormes, à la fois régionaux, sous-régionaux, internationaux. Je pense pas qu'il puisse réussir grand-chose. Il est un ami aussi du président Tshisekedi. Il a fait revenir, il a participé au rapatriement du corps de son père à l'époque. Oui, on peut pas le père de Tshisekedi, le père de Mobutu, on va dire, c'est Mobutu. Oui. Il y a une tradition légendaire du Togo à travers le père Yadema qui avait reçu Mobutu lorsqu'il quitte Kinshasa, en tout cas Gbadolité. Et je me souviens aussi, lorsque le président Lissouba est chassé du pouvoir dans les conditions dont on sait, il avait atterri aussi du côté du Togo. Donc il y a une tradition du côté du Togo où il y a cette
volonté de pacifier, de jouer à la paix. Mais le tout, c'est de savoir quelle est la nature de la crise. La nature de la crise en RDC est d'autant plus complexe qu'il faudrait à la fois que ce soit un pays qui soit relativement puissant, avec un profil, avec cette capacité d'indépendance d'esprit, et avec l'Union africaine qui le soutient, qui soit en capacité d'être dans le registre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pour vous, le président togolais n'est pas l'homme de la situation actuellement. Je souhaite qu'il réussisse. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tantôt, il est de notre génération, de ma génération, de la génération du président Tshisekedi. Donc on ne peut que lui souhaiter qu'il réussisse. Mais j'essaie de faire une analyse de manière factuelle pour démontrer les difficultés qu'il peut avoir. Par contre... Dans sa proximité avec le président Kagame aussi, on l'a vu tout récemment il était le seul au volant de sa voiture. Avec lui. Était le chef d'État, par exemple, lorsque le président Kagame a organisé le forum sur l'intelligence artificielle. C'est le chef d'État, le seul qui était. Tout le reste a boycotté avec les 50 invités qui étaient attendus. Seul. Donc, il va déjà avec une espèce de défaveur. Mais je vais faire une contre-proposition. Parce que l'analyse, c'est aussi être en capacité de proposer. Regardez, je pense qu'un président comme le Bassirou Diomaye a le bon profil. Pourquoi ? Il vient d'arriver. Est-ce qu'il connaît les enjeux ? Ah oui, il est assez intelligent. Il vient d'arriver. Il n'a pas d'acquaintance avec les chefs d'État qui sont là. Il a une capacité comme ça de souveraineté à travers ce que le Sénégal a eu à faire, à ne pas s'aligner sur telle ou telle puissance. Il est jeune et il a une projection de l'Afrique à travers une renaissance avec un leadership nouveau et autre. Voilà le profil, par exemple, pour moi, qui sied à la situation ou à la crise de la RDC. Très bien. Je précise que le président togolais, s'il était nommé, il serait le référent de 5 autres médiateurs, le Nigérian Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Kalema Molanté, Sahle-Work Zewde, je vais y arriver, l'Éthiopienne, et Catherine Samba Panza. Est-ce que ce groupe de médiateurs aussi vous inspire confiance, au fait ? C'est une espèce de méli-mélo. Je retiens par exemple le président Obasanjo. Le président Obasanjo, si je me souviens... C'est un peu l'Afrique qui est peu prise, qui est prise dans voilà. toutes ces parties occidentales. Il a pour lui l'expérience, il a pour lui cet amour pour le continent, oui. Et il a assisté, lui, à l'époque, lors de la signature des accords avec le M23. Et je me souviens, il avait interpellé le président Kabila dernièrement, à l'époque, et son ministre des Affaires étrangères, Tshibanda, pour leur dire, est-ce que ce que vous êtes en train de signer avec le M23, avec cette espèce de mixage des troupes, vous ne voyez pas qu'il y a un risque demain? Donc, il est au cœur Maintenant, il y a d'autres chefs d'État qui posent problème. Mais bref, si on peut associer le processus de Nairobi, le processus de Luanda, avec un médiateur assez indépendant et surtout qu'on prenne en compte... C'est ça le problème. On négocie sur quoi, au fait? C'était vraiment ma question. Vous avez posé la très bonne question, moi, je pense. Regardez. Les révolutionnaires parlent de la contradiction principale et la contradiction secondaire. Les révolutionnaires à l'époque du marxisme-léninisme. C'est quoi la contradiction principale aujourd'hui en RDC? La contradiction principale, c'est l'agression du Rwanda. La contradiction secondaire, c'est les problèmes internes aux communautés de la RDC. Donc, que la médiation soit gérée par une personnalité X ou Y, il devrait d'abord identifier la contradiction principale qui date de 30 ans, c'est-à-dire le génocide au Rwanda, avec la RDC qui accepte de recevoir on va dire les migrants et autres. Et aujourd'hui, 30 ans après, le narratif du Rwanda est mis à nu de dire que nous sommes en train de nous battre pour, soi-disant, défendre nos frontières et lutter contre le FDLR. En réalité, ce narratif qui a été mis à nu a démontré que le Rwanda a des visées expansionnistes, belliqueuses et prédatrices. Très bien. Dans ce cas,
Cette contradiction principale doit être gérée en bonne et due forme en demandant au Rwanda de reconnaître que c'est cela leur préoccupation majeure. Et là, je prends la dimension d'un jeune africain, d'un cadre africain ou d'un politique africain ou d'un analyste africain. Les préoccupations du Rwanda peuvent être formulées de manière apaisée et compréhensible. Et moi, je l'entends. Un petit pays avec une superficie pas très grande, une densité vraiment qui démontre à suffisance que c'est difficile pour eux de vivre. Mais on peut travailler en bonne intelligence pour en faire en sorte que la RDC, qui a tout gâté par la nature, puisse faire en sorte de pacifier avec ses voisins et qu'on trouve une solution pour relever ce continent, pour relever cette sous-région. Donc, identifier la contradiction principale, l'agression du Rwanda, on la traite sans faux fuyant, et après, on prendra la contradiction secondaire qui est la soi-disant gouvernance du président Félix Tshisekedi, on va la traiter. Mais si on mélange les deux, on s'en sortira pas. Et la guerre va perdurer au détriment du peuple et de la RDC. Et très bien, le président rwandais, à l'occasion de la commémoration des génocides des Tutsis, a déclaré que les pays sanctionnant Kigali peuvent aller au diable. Je suis au regret de constater que le président Paul Kagame, qu'on avait mis sur un piédestal, dans cette espèce de leadership moderne, n'était en réalité que... malheureusement, les chefs d'État que nous avons l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'ils perdent les pédales et ils montrent à suffisance que, véritablement, c'était pas un homme d'État. C'était un homme, passez-moi le terme, avec un système très autoritaire. C'est très trivial quand même, hein, de la part d'un chef d'État de sortir une phrase. Non seulement trivial, mais c'est une espèce d'approche suicidaire. Ah ouais? La dernière fois, je vous ai parlé du cas du président Savimbi, qui n'est pas parti aussi loin de traiter les autres, d'aller au diable, mais qui n'a pas compris que les alliés te demandent d'arrêter parce qu'on veut faire des affaires, on veut pacifier pour faire des affaires. Et lui, parce que ses alliés d'hier lui disent d'arrêter, ses alliés d'hier lui disent que la meilleure manière, c'est de travailler en bonne intelligence avec lui. Il se met à les... C'est non seulement trivial, mais c'est même regrettable pour le leadership africain. Nos leaders africains, politiques dans le continent. C'est vraiment très regrettable. Parlant d'affaires, de retour de Kinshasa, l'élu américain Ronny Jackson a dépeint un Far East, en référence au Far West, où règne la corruption et la surtaxation. Et Massad Boulos, l'envoyé personnel du président, le conseiller, en charge de l'Afrique, des Grands Lacs du président Trump, a déclaré à l'issue de sa rencontre avec le président Tshisekedi, je cite, qu'il y avait des préalables à respecter. Est-ce que la RDC, Guy Mafimba, est réellement prête aujourd'hui à conclure un accord avec les États-Unis? Bon, déjà, il faut essayer de clarifier la posture, sinon les propos tenus par le sénateur. Oui, qui n'était pas le représentant qui était personnel. Et malheureusement, les États-Unis, on en trouve beaucoup comme ça, des fameux lobbyistes. Ah, ça va être intéressant ce que vous dites. Des lobbyistes qu'on paye pour venir se la jouer en Afrique. Et là, j'épingle un peu l'entourage du président Félix Tshisekedi. Lorsque... La présidence communique comme le présentant comme voilà, on aurait pu quand même faire des vérifications. On aurait pu faire des vérifications. Ouais. Et le même monsieur est parti à Brazzaville, reçu par le chef d'État au Congo-Brazzaville. Tapis rouge. Vous voyez bien la légèreté de nos pays et de nos dirigeants, mais pas forcément de nos dirigeants, mais de leur entourage. Donc c'était un imposteur qui est manifestement un lobbyiste payé par Kigali, qui tenait absolument à imposer ce narratif-là de la RDC qui serait un Far West et autres. Mais par contre, l'envoyé spécial qui est arrivé, je pense qu'il est sur une très bonne démarche. En bonne intelligence avec la RDC, ils ont compris une chose. Ils se cachent pas au niveau des États-Unis. Ils sont en train de mener une diplomatie à la fois à la baïonnette et comment dirais-je ça, à pamplemousse, s'il faut le dire. C'est-à-dire qu'une diplomatie assez étrange, c'est ce qu'ils ont fait. Le président Donald Trump a fait avec Zelensky. On te dit, bon, écoutez, nous allons sécuriser à condition de, c'est ce que j'appelais
la médiation transactionnelle et directive. En fait, je pense que les autorités congolaises ne sont pas contre, hein, en plus. Pas du tout. Et je l'ai dit dernièrement sur votre plateau, que je serai à la tête de la RDC. Je n'hésiterai pas une seule seconde, parce que l'idée, c'est de sauver et de se battre pour l'intégrité territoriale de la RDC, de pacifier la RDC. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le partenariat stratégique avec la Chine n'a pas donné les résultats escomptés. Bien évidemment, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Si les intérêts de la RDC, c'est de se mettre aux côtés des États-Unis pour imposer la paix et développer leur pays, il n'y a aucune raison. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'administration Trump quand on voit ce qui s'est passé avec la Russie, enfin l'Ukraine, lorsqu'il promet de mettre fin à la guerre en 24 heures, et là aujourd'hui... Le tout, c'est pas ça fait 2 mois la responsabilité. Non, le tout, je le disais encore dernièrement sur votre plateau, et c'est ça, il faudrait que les dirigeants africains arrivent à mettre en place des fight tanks, des personnes ressources capables de négocier des contrats ou des accords. Et nous avons l'impression, moi j'ai l'impression que généralement, on s'entoure encore des lobbyistes de ces pays pour négocier vos contrats. Mais diable, passez dans les diasporas africaines, vous allez voir des gens qui sont capables de négocier ces genres de choses. Donc on peut faire confiance à la seule condition que vous devez regarder la virgule, le point et autres. Ça, on peut le faire. La RDC aujourd'hui est presque en position de force. C'est comme un marché. Je l'ai dit dernièrement, le leadership mondial se joue entre autres dans le bassin du Congo et surtout en RDC avec les matières premières rares. Toute puissance émergente ou pas convoite ces matières premières. C'est à la RDC d'avoir la capacité de l'imposer et hélas, moi je me disais même que ça devait être toute la sous-région du bassin du Congo qui devait s'asseoir pour dire voilà nos intérêts. Et voilà vos intérêts, mettons-nous à table. Et parlant d'intérêts, certains aussi disent, mais autant regarder vers la Russie dans ce cas, avec Wagner et tout. Non. Vous savez, je préfère et peut-être les autres africains. Je préfère coopérer avec des États relativement démocratiques. Je vous prends un cas simple. Aujourd'hui, Wagner va venir, entre guillemets, poser des actes répréhensibles dans votre pays. Ce n'est pas en Russie que vous allez voir des gens manifester devant Wagner. Mais par contre, si le président Donald Trump signe des accords au nom des États-Unis avec un autre pays comme la RDC, s'il y a des soucis, il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis pour poursuivre l'administration Trump. Voilà la différence et j'ai toujours eu tendance à dire que autant toutes les puissances sont impérialistes par définition, même la Russie, même la Chine, mais autant mieux vaut coopérer avec les puissances impérialistes démocratiques que des puissances impérialistes autoritaires parce que vous n'avez pas de voie de recours au cas où les choses se passent très très mal. C'est un point de vue qui est souvent, comment dire, combattu, mais c'est mon point de vue. Merci beaucoup Guy Mafimba, merci pour votre analyse. Merci à vous. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation et bonne soirée.